Bonjour Monsieur Ikou. Bonjour Alice. Bienvenue en ce lundi 15 mars. Alors, en préambule, on nous dissocie, tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires à être en état physique et mental de conduire. C'est l'article 8 de la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière qui le dit. Tout à fait. Qu'est-ce à dire finalement quand on par profil psychologique du conducteur? Tu le fais bien de le rappeler, c'est une obligation légale d'être dans des dispositions psychologiques aptes à la conduite. Et donc, des chercheurs sont penchés sur des différents traits de personnalité qui caractérisent le conducteur, comment il réagit par rapport à certaines situations. Donc, ces personnalités-là vont permettre d'identifier quel type de conducteur on est quand on est au volant de sa voiture. Donc, ces profils psychologiques-là nous permettent vraiment de pouvoir suivre la pratique de conduite et de s'améliorer. Et c'est ça qui permet, depuis une dizaine d'années, de développer une science psychologique pour accompagner les conducteurs dans la pratique de la conduite automobile. D'accord. Donc, pour déceler ces profils psychologiques, nous nous basons sur quel indicateur et comment il se fait? Et quelle est la fiche type? Il y a plusieurs types de profils, mais il y a 3 grands critères qui permettent de catégoriser les profils. Le critère le plus connu, c'est le critère du genre. On va avoir le profil genré entre les hommes et les femmes qu'on discute toujours. Oui. Les femmes sont censées moins bien conduire que les hommes. C'est un profil, donc il y a ce profil du genre-là. Il va y avoir le profil fondé sur l'âge. Les jeunes conducteurs un peu plus fougueux, un peu plus audacieux vont constituer un plus grand risque des conducteurs plus âgés. Il y a un 3e critère qui est assez intéressant, c'est le critère du statut social. C'est celui qui est dans une voiture de luxe adopte un comportement qui va être différent de celui qui a une voiture classique. On va se retrouver aussi dans le critère du statut social face à des personnes qui, selon qu'ils conduisent dans le cadre de leur activité professionnelle ou qu'ils conduisent dans le cadre d'une activité de transport, vont adopter certains comportements. Donc l'état d'esprit des conducteurs vont changer en fonction de ces indicateurs-là. Voilà. Merci, Monsieur Ikou, et désolé pour quelques petits bruits dans le studio. Alors, on parle toujours de définir le profil d'un conducteur au niveau de son psychisme. On a des indicateurs qui sont prédominants. C'est sûr qu'à la trame du process même d'apprentissage de la conduite, on a des questions qu'on pose. Ils sont de quel ordre généralement pour pouvoir bien déceler qui l'on a en face? Les profils sont de quel ordre? Il n'y a pas d'ordre particulier. C'est-à-dire que c'est un travail de psychologue. C'est en fonction des individualités qu'on va constater. Donc, ça va vraiment être divers et varié. Ça va vraiment être varié. Et on va, en fonction du genre, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, on va savoir quel type de conducteur on est. En fonction de l'âge, on va savoir aussi quel type de conducteur on est. Et en fonction de sa position sociale dans sa voiture, on va savoir quel type de conducteur on est. Et ces 3 critères-là nous permettent d'identifier une dizaine de profils. Un transporteur aura un état d'esprit différent quand il est au volant qu'un jeune qui vient juste d'avoir son permis. Donc il y a plusieurs variantes qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ce qui permet de dire qu'il n'y a pas de profil type en tant que tel, mais il y a des comportements à adopter lorsqu'on connaît son profil psychologique. Alors, quels sont ces comportements-là même qui caractérisent les différents profils en fonction des différents âges que vous venez de nous définir? Les comportements sont dans 4 ou 5 grandes catégories de concepts qu'on a, de facteurs. On a d'abord la maîtrise de soi. C'est le premier élément. C'est de la capacité à garder son sang-froid au volant face à une situation qui va se caractériser par l'agressivité au volant. On va se rendre compte que des gens sont aptes, enfin, sont prompts à engueuler, à insulter ou à prendre des manœuvres pour pouvoir se venger d'autres automobilistes. On va avoir aussi tout ce qui va être lié à la gestion du risque, le temps de réaction en fonction de son état d'esprit. On va prendre plus de temps pour réagir en fonction de son état d'esprit. On va moins apprécier un risque routier. On va aussi voir ceux qui sont, comme je disais, des fous du volant, qui aiment prendre des risques parce que soit ils ont tellement confiance en leur capacité de conduite ou ils ont tellement confiance à la voiture ou à la circulation routière qu'ils vont prendre des risques. Et puis, bon, le profil qu'il ne faut pas négliger, c'est la délinquance routière. Des gens qui pensent que la loi n'est pas faite pour eux et qui sont soi-disant plus pressés que les autres, qui vont griller un feu, qui vont emprunter le trottoir parce que voilà. Et donc tous ces profils-là vont permettre de pouvoir appliquer une politique de sécurité routière en fonction.
Justement, quand on parle de sécurité routière, cela est très important. Vous nous avez donné ici quelques indicateurs pour déceler les comportements même qui caractérisent soit un bon conducteur ou non. À partir de quoi on arrive à jauger véritablement les pulsions de tel ou tel? Vous avez parlé par exemple de quelqu'un qui s'énerve au volant. Qui le constate? Qui le sait finalement? Parce qu'on ne va pas s'auto-dénoncer ou ce n'est pas les autres usagers qui disent « Ah, il y a un véhicule immatriculé tel qui est vraiment très euphorique ». Alors, comment ça se passe pour la constatation? Il n'est pas interdit qu'on puisse dénoncer un mauvais conducteur. Hein. Depuis un moment, on les voit sur les réseaux sociaux. Il n'est pas interdit de dénoncer. Déjà que l'agressivité au volant est une infraction. Tu peux te constater, on peut porter plainte parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un individu qui était particulièrement agressif à notre côté. Donc, je prends les références que je peux prendre pour pouvoir le dénoncer parce que c'est une infraction vis-à-vis de moi. Il y a une agression même dans mon intimité quand il m'approche. Donc, ça, je peux le dénoncer. Et quand je le dénonce, l'agressivité au volant est une infraction pénale. Donc, je le dénonce parce que je suis la première concernée. Mais et puis, comme je dis, beaucoup de ces conséquences-là sont des infractions, la délinquance routière. Donc, j'ai le droit de les dénoncer. Bien évidemment, quand il y a un agent de la circulation qui va être présent, il va jouer son rôle de régulateur. Mais le véritable travail pour maîtriser son profil psychologique, c'est un travail sur soi. Bon, pas de psychologie, chacun connaît son état d'esprit. Donc, on n'a pas besoin de vous dénoncer. C'est à vous de pouvoir humaniser votre environnement de conduite et puis prendre les postures, les comportements qu'il faut. Donc, c'est d'abord un travail sur soi avant de compter sur les autres pour pouvoir vous améliorer. Alors, Monsieur Ekou, qu'en est-il des préjugés que l'on a généralement concernant la gente féminine avec la conduite? On entend, les femmes conduisent moins bien que les hommes, les conducteurs les plus âgés sont ceux qui font moins d'accidents que les jeunes, les chauffeurs d'Obaka sont les plus indisciplinés. C'est des préjugés, des oui-dits, des non-dits. Il y a beaucoup de préjugés, mais pour la distinction hommes et femmes, je pense qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées. Et peut-être qu'au grand désarroi des hommes, on ne faut pas qu'on se voit la face. Les femmes conduisent beaucoup mieux que les hommes. Ça, donc il faut changer ce langage. C'est un projet qu'il faut abattre parce que c'est une donnée mondialement reconnue. Les statistiques l'ont démontré. Le taux d'accident permet de constater qu'il y a moins de femmes qui meurent dans les accidents. Et qui causent des accidents. Et qui causent des accidents. Et il y a même une étude qui avait démontré que sur 50% des accidents impliquant des femmes, il y avait un homme responsable derrière. Donc il n'y a pas vraiment photo où les femmes conduisent bien. On part du principe qu'elles ont développé peut-être... Je pense qu'elles ont développé cette aptitude naturelle à la maternité qui font qu'elle prend soin des autres. Donc, quand elle est au volant, elle est dans sa modération, dans sa pondération. Elle a facilement envie de protéger l'autre. Donc, bien évidemment, elle est disposée à être bien meilleure chauffeur que nous. Il faudra qu'on en prenne un exemple là-dessus. Donc, c'est un préjugé qu'il faut abattre. Les chauffeurs les plus âgés, les moins âgés, c'est vrai qu'il y a une certaine classe d'âge. Quand on est jeune, on est encore soumis à beaucoup de facteurs d'euphorie. Donc, bien évidemment, on est plus audacieux, plus enclin à prendre des risques. Mais quand on est très âgé aussi, on a une diminution de certaines facultés, de certaines capacités. D'ailleurs, plus on est âgé, plus on va réduire le temps de validité d'un permis de conduire. Donc, le préjugé il est difficile à abattre. Quant à ce qui concerne les transporteurs, ce n'est pas seulement les bagarres. C'est vrai que la disposition qu'il a de pouvoir relever un défi commercial fait qu'il oublie souvent qu'il est au volant d'une voiture et qu'il prend beaucoup plus de risques. Et c'est plus ou moins avéré parce que les transporteurs routiers sont ceux-là qui sont le plus indisciplinés, qui sont très souvent ancrés. Des fois même, ça frise la bêtise au volant. Et donc, des fois, il faut vraiment leur faire comprendre qu'ils ont un travail personnel à faire avant d'aller au-delà. Et voilà le décryptage fait sur ces différentes catégories de conducteurs. Et pour les femmes, on va nous inciter encore à bien conduire. La preuve, on prend toutes les dispositions, on conduit pieds nus. C'est pas pour rien. Oui, conduire pieds nus, c'est quand même une bonne leçon parce que on doit faire corps avec son véhicule. Et chaque fois qu'il y a un élément qui va vous empêcher d'être assez apte à maîtriser le volant, il ne faut pas hésiter à s'en débarrasser. Et ça, les femmes le font sans souci, sans aucun orgueil, quoi, je veux dire. Et c'est un réflexe de sécurité. Alors, Monsieur Ekou, quels sont donc les facteurs qui influencent l'état psychologique du conducteur dans le système routier? Il y a beaucoup de facteurs, mais le premier facteur qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'état physiologique même. Vous êtes fatigué, vous avez dans un état de somnolence, vous allez forcément
avoir une affection sur votre psychologie. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de se reposer. Le facteur physiologique, il est important. Il y a certains comportements qui vont aussi aggraver le facteur physiologique, la consommation de psychotropes, la consommation d'alcool. Mais il y a des facteurs comme l'environnement dans lequel le conducteur se trouvait avant de prendre le volant. Très souvent, quand on regarde pour les amateurs de cinéma, quand il y a une scène où la personne sort en état d'émotion assez avéré, on met un film de suspense pour vous dire que l'émotion va affecter la conduite. Donc, nos émotions externes qui n'ont rien à voir avec la conduite vont influencer notre psychologique. Il y a aussi des facteurs externes qui vont nous influencer. Vous prenez quelqu'un qui est amateur de cinéma toujours, il a une grosse voiture, il est tenté de prendre certains comportements. Donc, on est influencé par certains facteurs externes, par la publicité qu'on a de la voiture, par des personnes qui ont conduit. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas aussi l'oublier, il y a le facteur mécanique. La voiture est épuisante. Les vibrations, l'émanation chimique vont vous prédisposer à avoir des faiblesses sur le plan psychologique. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte pour pouvoir, je vais dire, se concentrer, retrouver sa zénitude au volant. Alors, vous avez parlé de quelque chose de très intéressant, à savoir la publicité. C'est clair que quand on étudie la publicité, on sait qu'il y a d'autres facteurs psychologiques qu'on y met à l'intérieur pour pouvoir toucher son auditoire. En fonction de la marque du véhicule, le comportement du conducteur change? Tout à fait. Les statistiques montrent que des accidents impliquant des grosses berlines ont un taux de mortalité plus élevé. Quelqu'un qui a une voiture de luxe qui est neuve, il a tendance à prendre tellement de risques que quand il y a un impact, il a moins de chances de survivre. C'est un comportement psychologique. Il a tellement confiance en soi, il a tellement d'excès de confiance, il a confiance en sa voiture, ou bien il veut tellement démontrer qu'il est, je sais pas, il a un statut qui lui permet d'être, je crois, immortel, de sorte qu'ils sont impliqués dans des accidents très graves. Très souvent, c'est des accidents très graves, il faut les désincarcérer parce que le choc est tellement violent. Donc, le véhicule de luxe, malheureusement, est un facteur aggravant de l'état psychologique des conducteurs. Donc, du coup, il y a une reprogrammation même de l'état d'esprit à avoir avant l'achat de son véhicule pour ne pas être trop influencé. Le véhicule doit être considéré comme un élément, un moyen de développement personnel, un moyen de voyage, pas comme une activité de compétition avec les autres. Il faut vraiment s'y disposer. Ce n'est pas juste à l'achat de la voiture, c'est à chaque moment qu'on prend la clé, qu'on va ouvrir sa portière, il faut se dire on est là pour voyager agréablement et non pas pour faire du tort aux autres. Et c'est un état d'esprit qu'il faut adopter. Et ne pas se laisser prendre au jeu d'une voiture qui va à 150 km/h. Vous les verrez des fois sur l'autoroute, ils sont généralement ceux qui sont dans les grosses berlines, ceux qui font les appels des fois pour vous dépasser sur l'autoroute chaque fois. Et Dieu merci, des fois il y a des radars qui les rattrapent et les ramènent à l'ordre. Il est important de connaître et de maîtriser l'état psychologique des conducteurs pour plusieurs raisons. D'abord pour soi, on va en parler tout à l'heure, mais surtout pour définir ce qui est politique de sécurité routière. Ils doivent en tenir compte. La première obligation, c'est d'enseigner la psychologie à l'auto-école. Il est prévu dans la directive de l'UEMOA qui donne le programme officiel de cours d'enseigner la psychologie pour que chacun puisse comprendre ses forces et ses faiblesses et adapter son comportement en fonction de la situation. Mais la vraie politique, c'est la politique nationale de sécurité routière. Vous allez voir que dans certains pays, quand vous êtes très jeune, on va vous dire, vous ne roulez pas à telle vitesse. Quand vous êtes jeune conducteur, moins expérimenté, vous allez avoir l'obligation d'apposer un sticker sur le véhicule. Vous allez voir aussi qu'en période de fête, on sait que l'euphorie va prendre le dessus, on doit accentuer la promotion de la sécurité routière. Donc, en fonction de l'état psychologique, on va adapter la sécurité routière et avoir des résultats plus ou moins probants pour réduire les accidents. Mais ça nous permet aussi de pouvoir contrôler ce qui est infraction routière. Généralement, la plupart des infractions sont des contraventions qu'on fait très souvent fi de l'état moral, mais on veut comprendre aussi dans quel état d'esprit les gens sont pour pouvoir améliorer la réglementation. Parce qu'il faut le dire, des fois, le code de la route lui-même, il contribue à aggraver l'état psychologique de la personne. Vous vous retrouvez à ne pas comprendre la leçon de la circulation. On parlait des transporteurs. Vous vous retrouvez à être catalogué chaque fois. Des fois même, on ne fait pas l'erreur, mais comme on n'a pas la connaissance du code de la route, on a tendance à être catalogué. Donc, on est très souvent, comme on dit chez nous, on se considère comme un cabri mort. Et donc, tout ça fait qu'il faut connaître l'état psychologique des acteurs pour pouvoir adapter la réglementation, adapter la politique de sécurité routière et surtout adapter la formation à l'auto-école pour que chacun puisse prendre conscience de ses capacités sur la route. Mais justement, vous parlez de formation, c'est très intéressant parce que la pratique, sinon l'apprentissage même de la conduite, c'est un processus, c'est un grand tout, avec aussi la sécurisation routière qui en émane. Dans le module de formation, d'apprentissage à l'auto-école, quelle est la place de l'étude psychologique des apprenants ?
aujourd'hui, à l'état actuel des choses, le postulat? En l'état actuel des choses, c'est vrai que moi, je ne me rappelle pas avoir fait un cours sur la psychologie. Moi aussi. Voilà. Mais je sais qu'il y a un nouveau programme et dans ce programme-là, il y a plein d'éléments qui font appel à la psychologie, les éléments d'observation, d'études psychologiques qui arrivent. Mais comme je le disais, je le rappelle très bien, c'est une obligation. Il y a une directive de l'UEMOA depuis 2009 qui impose dans le programme une discipline sur la psychologie. Mais on ne l'a pas déclinée en discipline qu'on va enseigner, malheureusement, parce que, bon, malheureusement, sous nos si on ne fait pas beaucoup d'études psychologiques. On pense que ça va de soi. On a mis l'accent sur la force physique, on a mis l'accent sur certaines activités de il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas boire, mais on n'a pas mis l'accent sur pourquoi il s'énerve, qu'est-ce qui fait qu'il s'emporte. Et pourtant, l'état psychologique fait partie des facteurs aggravants de l'accident. C'est-à-dire qu'on sait que 90% des causes d'accident sont des causes des facteurs humains. Et donc, la tête est le premier élément qu'il faut prendre en considération. Malheureusement, notre système d'enseignement n'a pas encore vraiment... C'est pas encore imprégné de tout ce qui va être enseignement de la psychologie. Et c'est pas seulement l'enseignement, c'est tout ce qui va être promotion après. J'ai pas encore vu des guides ou tout ça pour apprendre à maîtriser, à se connaître. Mais il faut aussi dire que c'est une discipline relativement récente. Ça date d'une vingtaine d'années à peine. On se rend compte que les automobilistes ont tendance à changer de comportement en fonction des situations. Donc, nous qui sommes en train de prendre le véhicule en marche, on a encore du temps pour se mettre à jour. Alors parlons toujours de cet apprentissage. Là, c'est clair qu'après l'obtention du permis de conduire, on a le Graal, c'est fini, ça a vitam aeternam. Mais il y a d'autres facteurs personnels qui peuvent entrer en ligne de compte qui font que notre profil va être fortement influencé et muté. Oui. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir un recyclage, soit chaque 10 ans, soit chaque 20 ans, pour voir effectivement comment le conducteur a évolué et puis adapté en fonction? J'allais même dire, au-delà du recyclage, il faut peut-être avoir même une formation initiale très tôt. Je sais qu'en Europe, on commence à passer le permis piéton à l'âge de 5 ans. C'est-à-dire à la maternelle, le programme d'enseignement, puisque c'est là-bas qu'on va formater la bonne psychologie. Donc, il faut l'intégrer. Je sais que j'ai vu des manuels de formation à la sécurité routière où on fait des allusions à la sécurité routière, mais on ne prend pas suffisamment de temps d'expliquer à l'enfant que c'est un facteur psychologique qu'il faut qu'il garde en mémoire toute sa vie. Donc il faut arriver là-bas, il faut faire ce recyclage. J'allais même dire que l'obligation de recyclage, il existe légalement. C'est-à-dire qu'on a vu que, bon, avec la réforme, le permis même permanent va être supprimé pour que tous les 10 ans, on repasse le permis B, tous les 5 ans, on repasse le permis C et D, parce qu'à ce moment-là, on va faire appel à une révision de vos connaissances. Mais bon, entre ce que la loi a prévu depuis 2016 et ce qui s'est fait aujourd'hui, il y a un décalage, ça va être la première difficulté. Mais je suis totalement d'accord avec vous, il faut des obligations de recyclage permanemment sur la réglementation, sur la pratique de la conduite et surtout sur l'état psychologique. L'état psychologique et à chaque veille des fêtes, il faut éviter de dire ne consommons pas l'alcool, mais il faut trouver des... On parlait de la publicité tout à l'heure, il faut trouver des teasings, des éléments qui permettent de garder en mémoire l'importance d'être maître de soi au volant. En tout cas, nous vous remercions de votre apport dans la sensibilisation à la sécurité routière, et ce, depuis maintenant 3 années, depuis que l'aventure a commencé pour nous-mêmes. Merci infiniment, monsieur